Patrick Sommerhausen, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors Patrick, c'est entre je suis là souvent et je suis là moins souvent que les deux autres. C'est un peu in between comme ça. Un peu moins souvent, mais peut-être un peu plus souvent bientôt. Que la majorité. Voilà. Et régulièrement en tous les cas. Et tous les deux, pour Funds for Good, on va causer impact. Absolument. Et Frédéric Dejambe, bonjour. Bonjour Brigitte. J'étais perdue dans mon échange avec les garçons parce que franchement, à force de raconter des bêtises de temps en temps, il faut qu'on redevienne un peu sérieux. Vous avez un métier très sérieux. Oui, enfin un métier très sérieux, mais très important aussi, donc je vais essayer de l'expliquer un petit peu. Oui, tout à fait. Voir comment on va gérer ceci. Je vais te laisser présenter en fait un peu plus tes deux invités brièvement. Très bien. Sachant qu'il y en a un ici et puis on en a un à Clarges. Exactement, on a deux invités, beaucoup de chance. Donc Frédéric Dejambe, qui est le responsable de la gestion des fonds chez ING et qui est un de nos partenaires historiques, et notamment qui a beaucoup œuvré au développement de ce dont je vais vous parler, qui sont chez nous les fonds thématiques. Ouais. Et puis, puisque là on va parler d'investissement, on parle toujours d'investissement dans les entreprises cotées, on va aussi regarder ce que des petites entreprises, il n'y a rien de péjoratif, au contraire, des petites entreprises non cotées peuvent faire aussi de formidable. Et donc, voilà. Donc je vais peut-être... Voilà. Et pour ça, tu as un autre invité. Et j'ai un autre invité qui est donc la société Emprobel, et je pense que ce sera Imad qui va partager avec nous. Qui est déjà avec nous. Bonjour Imad. Salut Imad. Oui, mais si tu regardes de son côté, en fait, avec les écrans, on vous explique tout en même temps. Les gens ne te verront plus. Donc, toi, tu regardes ta caméra et moi, je regarde Imad et c'est parfait comme ça. Okay. Et on va y arriver. Alors, d'abord, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur tout ce qui est, et ça fait écho, évidemment, à ce que racontait Jérémy avec Christophe Hennen, un close-up sur ce qui est clean tech, enjeux climatiques, comment ça se passe, quels sont les intérêts. Absolument. Et donc, voilà, une sous-catégorie des fonds socialement responsables que j'avais présenté la dernière fois, ce sont les fonds thématiques. Et donc, une thématique très importante, c'est l'environnement. Et donc, les fonds qui investissent dans les clean tech sont des fonds qui investissent dans des entreprises qui vont un petit peu plus loin que de respecter le E, le S et le G, donc de se comporter bien par rapport à l'environnement, aux aspects sociaux et à la gouvernance. Ils vont carrément investir dans des entreprises qui vont nous aider à faire face aux enjeux, et notamment aux enjeux climatiques. Et en particulier, un enjeu important, c'est le réchauffement climatique et c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en tant qu'humanité, aujourd'hui, on rejette un peu plus de 50 gigatonnes de CO2 par an. Alors, ça ne parle pas beaucoup comme chiffre, on se rend bien compte que c'est beaucoup. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, tout le monde se met maintenant un petit peu près d'accord pour se dire que d'ici à 2050, on doit faire plus que diviser ça par deux. Donc, on doit être aux alentours des 20 gigatonnes. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne fait que augmenter. C'est-à-dire que 2019... Donc on sait qu'on doit diminuer, mais pour l'instant, on fait juste le contraire. Ah ouais, voilà. Ça fait plus de 10 ans qu'on sait qu'on doit diminuer. Oui. Hein, à la COP, par exemple, la COP de Paris, la COP 21, c'était 2015. Oui. On a beaucoup parlé de ces enjeux-là. Eh ben, depuis, la trajectoire, elle n'a pas du tout dans le bon sens. Chaque année, on a battu des records. 2019, c'était l'année où on a le plus... Chaque année, on a battu des mauvais records. Des mauvais records. Oui. Sauf en 2020, mais bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, vu le contexte. Donc en 2020, évidemment, on a diminué un tout petit peu nos émissions, mais à moins de vouloir se faire une crise Covid tous les ans, on va devoir un petit peu changer les choses. Et surtout, tu viens de le dire, on a diminué un tout petit peu. Un tout petit peu, exactement. Mais même pas à la mesure où on devrait le faire. Justement, deux dossiers. Voilà. Alors pour illustrer ce que sont les clean tech, je vais prendre l'exemple de deux entreprises. Une entreprise qui s'appelle Steico, qui est une entreprise européenne, allemande en l'occurrence, qui est active dans la construction, les matériaux de construction, durable, et donc en l'occurrence le bois essentiellement. Oui. Et en fait, ils vont permettre que plutôt que d'utiliser du béton et du ciment qui sont très énergivores, c'est-à-dire que produire en fait du béton ou du ciment prend beaucoup d'énergie, on doit extraire de la roche, on doit la chauffer, etc. Donc c'est pas du tout durable comme matériel. On va utiliser du bois. Le bois, c'est renouvelable par définition. Il y a un arbre qui pousse, qui capte le carbone, et si on fait ça bien, on replante à mesure où on coupe les arbres. C'est ce qu'essaye de faire Steico. Et donc Steico a des technologies aussi qui permettent de transformer les arbres en des matériaux, enfin le bois en des matériaux isolants très efficaces. Donc en plus... Ça c'est Steico. Ça c'est Steico. L'autre. L'autre c'est Vestas. Vestas. J'ai dit que j'étais ton horloge. Non mais c'est bien, c'est bien. Écoute, j'ai besoin d'une horloge, sinon je dépasse toujours. Merci. Vestas, c'est les énergies renouvelables. On sait que la solution viendra du fait de moins gaspiller l'énergie, ça c'est des entreprises comme Steico, mais il faut aussi produire de l'énergie moins carbonée. Et donc là, Vestas, qu'est-ce que fait Vestas ? Eh bien, ils conçoivent, ils installent des parcs d'éoliennes. Ils gèrent à l'heure actuelle plus de 60 000 éoliennes, donc ils s'occupent de l'installation et du maintien. Et ces 60 000 éoliennes ont permis d'économiser 1,3 gigatonnes de CO2. On parlait des 5 ans, donc c'est quand même significatif. Donc c'est que ces entreprises jouent un rôle très important, donc on doit les financer. Donc ça, c'est ce que sont un petit peu les clean tech. Et quand on parle d'impact, ça fait partie de ce qu'on peut avoir comme impact. Absolument. Soutenir des entreprises qui sont éco-responsables. Exactement. Alors, tu vas peut-être, à ce moment-ci, nous présenter un peu mieux ton premier invité.
Voilà. Et donc je suis très content qu'on ait sur le plateau Frédéric Dejambre, qui est donc, comme je le disais, le responsable de la gestion des fonds chez ING, partenaire historique chez nous, et qui était un des premiers à investir dans la thématique des clean tech avec nous. Et en fait, voilà, moi je voulais te poser une question, Frédéric, est-ce que ING, en tant qu'acteur majeur de la banque et donc des investissements en Belgique, est-ce que vous remarquez un intérêt croissant du public pour ce genre de thématique-là? Ou pas? Oui, effectivement, c'est une question fondamentale. Effectivement, l'intérêt est réel depuis quelques années et je vais dire, ça s'est même accéléré assez fortement ces derniers mois. En fait, c'est assez visible. Et je pense qu'il y a 2 raisons essentielles à ça, probablement. La première, il y a une prise de conscience générale du citoyen, certainement, de l'investisseur, qu'il soit privé ou institutionnel, même le fonds de pension, s'intéresse à ça. Les entreprises, le monde de l'entreprise est aussi très actif à ce propos et pousse d'abord pour sa pérennité propre, mais aussi par opportunisme économique. Simplement, il y a des opportunités dans le durable, assurément. Quand vous nous répondez qu'il y a effectivement un intérêt ou un intérêt beaucoup plus marqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui fréquentent vos guichets ou vos guichets virtuels pour l'instant demandent clairement à investir dans des fonds avec de l'engagement et de l'impact? Ah oui, très clairement. C'était moins le cas auparavant. Désormais, la démarche vient vraiment des clients. C'est la demande qui génère l'offre dans ce cas-là? Certainement, oui. Certainement. Et parce qu'il y a cette fameuse prise de conscience. Et par ailleurs, il y a le deuxième grand facteur, je pense, c'est que les performances sont au rendez-vous. Certainement depuis environ 2015, mais singulièrement en 2020 a été une année exceptionnelle pour l'investissement durable, en fait. Et à ce moment-là, je t'interromps, mais pas de problème. On a la demande qui vient du end-user, du consommateur, du client de la banque. Mais est-ce qu'à l'étape intermédiaire, c'est-à-dire tout votre personnel en agence ou en call center ou en je ne sais quoi, se sent aussi aujourd'hui investi de cette mission de proposer davantage de fonds propres? Oui, en fait, il y a énormément d'éducation au sein même de la banque, en tout cas chez nous, pour justement promouvoir la durabilité, pour justement bien montrer que c'est ça le futur, en fait. Et donc, effectivement, nos collègues sont très au fait du thème. C'est très clairement. Patrick? Il a très bien répondu, je crois que c'est clair. L'important, c'est les freins. C'est vrai que ce qui est très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on a pu démontrer que investir de manière éthique ne coûte pas du rendement. Je veux dire, je pense que tous les acteurs de la finance essayent de le démontrer, mais c'est maintenant clair. Il y a une série d'études qui le démontrent. Il y a évidemment des phases et des moments sur les marchés où il y a des rattrapages de certains secteurs qui sont moins vertueux, donc par exemple l'énergie, le secteur de l'énergie ou le secteur des transports, qui ont beaucoup souffert de la crise Covid, ont après connu un rebond, c'est logique, mais ce n'est pas pour autant que c'est une tendance de fond, au contraire. Et chez toi, chez Funds for Good, vous vous rendez compte qu'effectivement, ce qui n'aurait peut-être pas été possible il y a 5 ans ou 10 ans, aujourd'hui, vous répondez à des attentes et vous êtes demandé sur le marché. Complètement. Alors évidemment, on n'est pas les seuls, mais oui, certainement la demande... Non, on n'a pas dit que vous étiez les seuls. Non, mais c'est ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on a été assez tôt à le dire. On a vraiment pu sentir sur ces dernières années l'évolution et l'attente maintenant qui est beaucoup plus grande. Avant, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait presque même pas d'information et de connaissances. Maintenant, avec la connaissance et la prise de conscience, vient la demande et on s'en réjouit, quoi. Après... Alors, on ne va pas faire plus long sur le sujet parce que je suis son timer et je vous le rappelle et je lui rappelle. Je voudrais que tu nous présentes maintenant ton deuxième invité. Ouais. Donc je présente IMAD de la société Emprobel. Donc Emprobel, c'est une des sociétés qu'on a aidées quasiment à nos débuts chez Funds for Good. Donc ces gens qu'on trouve remarquables. Ce sont des entrepreneurs engagés, passionnés. On les aime beaucoup. En plus, ils sont pleins d'énergie. Et ils ont un projet qui, lui aussi, contribue à résoudre des problèmes environnementaux. Ils sont actifs dans le recyclage d'huile domestique, donc c'est-à-dire les huiles de friture qu'on va pouvoir utiliser à la maison ou qu'on va pouvoir retrouver dans certains restaurants. Eh bien, en fait, je vais laisser Imad mieux expliquer, d'ailleurs, donc je vais te laisser la parole, Imad, peut-être d'expliquer comment est-ce que Emprobel, à sa façon, aide à résoudre des problèmes environnementaux. Bonjour Imad, on vous écoute. Expliquez-nous un peu, effectivement, en quoi vous êtes un de nos sauveurs. Alors, rapidement, Emprobel signifie un environnement propre pour notre Belgique. Nous sommes constitués maintenant depuis 5 ans et nous collectons les huiles de friture usagées partout en Belgique. Nous avons eu la chance de remporter le Bicircular de l'année dernière et de remporter le Green Lab Brussels de l'édition 2018. Parmi nos clients,
on compte des grands restaurants, des friteries, tous ceux qui utilisent de l'huile. Mais depuis quelques années, on a vraiment voulu donner cette solution aux particuliers. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde qui vit dans une maison ou n'importe où fait des frites et malheureusement, on n'a pas encore assez de solutions sur le recyclage de l'huile. Voilà, des solutions existent, mais pas assez. Et donc, on essaye de proposer le service chez les gens, c'est-à-dire nous proposons des contenants qu'on dépose dans des immeubles ou dans des endroits appropriés. Et alors, les gens déversent leurs huiles dans ces contenants-là, et alors nous passons les récupérer. Et pour vous donner rapidement une idée, nous avons eu la chance de faire de poser vraiment les questions aux gens, de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs huiles. Et on s'est rendu compte que 60% de la population les jetait dans les canalisations, par manque de moyens, par facilité c'est aussi. vraiment un manque de moyens. Et là, tu disais, je pense, 1 litre d'huile pollue 1000 litres d'eau, Oui, en fait, dans la nappe phréatique. Oui. Donc, ça veut dire l'enjeu qu'il y a derrière ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, nous, vous aider? Alors d'abord en relayant effectivement en télévision votre entreprise, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour être plus efficace et un peu plus écolo? La toute première chose, ce serait de voir ce qui existe autour de soi. Et nous avons vraiment voulu miser sur un service qui est totalement gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun coût. La seule chose qu'on demande, c'est que les gens prennent contact avec nous. Et à partir de ce moment-là, nous mettons tout en œuvre pour agir le plus vite possible et le plus proprement aussi possible. Il faut savoir que... Matt, j'ai une question justement par rapport à ça. Comment ça se passe par exemple pour un immeuble? Moi j'habite un appartement, donc un immeuble, pas un immense, mais un immeuble quand même. Est-ce qu'on prend un bac de recyclage par famille ou pour tout l'immeuble? Comment on gère et qu'est-ce qu'on vous demande? Et comment on vous demande? Pour tout l'immeuble. Donc, on a plusieurs types de contenants en fonction du nombre de locataires qu'il y a. Pour vous donner une idée, nous avons des immeubles où il y a 3 locataires. Le plus grand en contient 700. Donc, on sait vraiment se proposer en fonction de l'immeuble. Donc, on met un contenant à un endroit adéquat. Oui. L'information est transmise à tous les locataires. Et alors, la seule chose qu'on demande, c'est de remettre l'huile dans le contenant d'origine, pour éviter de réutiliser encore un autre contenant et autres. Donc, on remet l'huile dans son contenant d'origine, on descend où on va, où le fût est posé, on dépose simplement cette bouteille dans ce fût-là, et alors notre équipe passera le plus vite possible pour récupérer quand c'est plein et changer pour un vide. Tout à fait. Imad, merci beaucoup. La société s'appelle Amprovel. Et on la trouve sur un site internet qui est oncollectevoshuiles.be. Ça me paraît assez facile et assez simple à retenir. Ou alors sur Facebook. Merci Patrick Brigitte d'être venu une fois de plus nous parler d'impact. Messieurs, merci à vous tous. Le temps passe toujours trop vite en plateau. C'est toujours la même chose. C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 65. Merci à tous ceux qui sont encore en plateau. Merci à ceux qui sont passés sur ce plateau aujourd'hui. Donc merci à mes chroniqueurs Claude Aronis, Jérémy Claes, Sarah Alphin, à nos invités très très nombreux aujourd'hui, Philippe Lambillotte,